Bonjour, le tournage de cette vidéo a eu lieu en juillet dernier. Suite à des problèmes de micro, la prise de son était mauvaise. Nous avons fait notre maximum pour sauver la vidéo, on s'excuse pour la qualité audio, merci et bon visionnage. L'équipe de Drift Actu. Salut les gars, aujourd'hui on est chez Street Racing Garage avec la team FRG, dans un nouveau numéro du garage, donc vous connaissez le topo, je m'occupe des pilotes. Et je m'occupe de la présentation des véhicules. Allons-y. Salut Antoine, Salut. Merci de nous accueillir au garage. Bon, on va directement passer à la présentation de ta nouvelle S13. Ouais. D'abord commencer par le châssis, donc comment déjà vous l'avez récupéré la voiture, d'où elle vient. La voiture a été une connaissance. Il avait entamé le projet d'en faire une voiture de drift à 100%, donc il a désossé intégralement la voiture. Enfin, moi je n'ai pas su pourquoi, mais lui il a décidé de changer de projet. Moi je cherchais un châssis d'S13 en bon état, parouillé, pour mettre un arceau aux normes en fait. Au final j'ai acheté cette voiture là plutôt qu'une autre parce que tout le travail de désossage était déjà fait. J'ai vraiment été acheter une coque nue. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 4, on l'a soulevé. On a mis 4 pneus sur une remorque et puis on a posé la voiture sur une remorque. L'arceau a été fait aux normes, etc. Et puis après, quand elle est revenue, on a attaqué tout ce qui est train roulant. Et puis donc en gros, c'est train avant et train arrière Waveswap qui nous a été fourni par Drift Shop. Et donc moi, c'est une nouveauté pour moi d'avoir le train avant Waveswap. J'en avais jamais eu, j'ai toujours eu des trains poney de langue, mais beaucoup moins que ça. Donc ça va être la grosse nouveauté pour moi cette année, ça va être ce train avant, à voir comment, si je m'y adapte bien, si pour l'instant les premiers petits tests que j'ai fait, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. J'ai pu ce que j'ai pu avoir par le passé, des retours de volant qui me dérangent par certains moments, pas mal de choses plus intéressantes avec un vrai kit grand angle que ça peut aussi te sauver dans certaines situations. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'avant, des fois là où je me sentais épais des 4 roues, avec celle-là je pense que j'aurais un meilleur contrôle. Au niveau châssis, c'est pas non plus le jour et la nuit quoi, ça reste. De toute façon avec les réglementations actuelles, on est assez limité, on peut plus. Il y a une période, il y a des gens qui font des trains tubulaires, des trucs dans ce genre-là. Tout le monde se retrouve à peu près avec les mêmes setups, en parlant de S-châssis bien sûr. Donc au niveau des suspensions, là, t'es passé sur quoi? Alors au niveau des suspensions, je suis sur des Driftworks CS2 qui ont été retarés spécialement pour le drift. Donc je suis en 9 de précontrainte à l'avant et en 4 à l'arrière. Donc c'est vraiment très mou. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas non plus une pompe à vélo la voiture. J'avais un peu peur de ce phénomène, on va dire, mais pas du tout. Plutôt que d'avoir cet effet d'avant de compression et de squat, là je sens vraiment que la voiture se pose et elle a l'air de rester bien sur son appui, donc ça. Et du coup, ouais, toute la géométrie a été faite. La géométrie a été faite. Là-dessus, pour l'instant, je me fais conseiller par une personne extérieure. Pas d'évolution majeure là-dessus. Ça fait déjà plusieurs années que tu es avec cette Nova maintenant? Ça fait déjà plusieurs années et honnêtement j'en suis très content et je vous dis pas ça parce qu'ils me donnent des pneus. Niveau longévité, grip latérale, parce qu'on en parle très rarement de ça, mais ils ont beau avoir beaucoup de grip, ils te laissent quand même dans les grands links ce petit truc qui te permet de rester en glisse sans avoir le train avant qui veut tout le temps revenir. En parlant du châssis, on va passer sur l'aspect extérieur. Donc vous êtes l'une des équipes qui accorde le plus d'importance à la déco, et ça on peut le voir. On aime bien que nos voitures nous plaisent en fait tout simplement, donc on fait attention, on fait en sorte qu'elles soient jolies. Là c'est un sponsorisé par Origin Lab, tout le kit complet de la voiture est un Origin Lab avec tous les rajouts possibles et inimaginables au catalogue. Qu'est-ce qui, par rapport à ton ancienne S13, qu'est-ce qui change vraiment, qui t'a manqué sur l'ancienne S13 et que tu as voulu rajouter sur celle-ci? Je me sentais moins à l'aise avec la réactivité de la voiture. C'est bête à dire, mais j'avais plus peur de faire des appels contre appels à des hautes vitesses, des trucs comme ça. Et avec celle-là, j'ai vraiment l'impression que j'ai récupéré cette sensation de totale symbiose avec la voiture. Une fois de plus, j'ai essayé que sur un petit circuit. Ça, plus la puissance aussi.
se mentir, hein, j'ai jamais eu plus de 450 chevaux. On arrive à faire des choses avec ça. Maintenant, sur plein de compètes, ça m'a pénalisé de ne pas avoir quelques chevaux de plus, de pas pouvoir faire la petite différence, parce que j'ai un style de pilotage assez particulier qui fait que j'arrive à proposer du spectacle, mais le manque de puissance va quand même me brider à certains moments et pourrait me permettre de faire encore mieux, je pense. Car dans les battles quand on est suiveur, hein, il y a des moments où bon, bah, je me rapproche, tu te rapproches du leader, tu te rends compte que bah, ça va pas le faire, tu lâches un peu, sauf que lui, quand il accélère avec ses 800 chevaux, Et ça suffit. Surtout avec des nouvelles configurations de circuit, comme avec 3 internois. voilà, on n'est plus comme à une période où maintenant il suffit d'avoir une voiture à peu près potable et de savoir à peu près conduire. Maintenant, tout le monde a des pneus comme ça, tout le monde a des pneus spécifiques, tout le monde a 800 chevaux. Donc bah, c'est ça aussi qui fait que le championnat de France va avoir une meilleure renommée, va avoir plus de vues, etc. C'est que voilà, on commence à devenir vraiment un championnat pro, avec des équipes pro, avec des gens qui s'investissent à 200%. Donc il fallait aussi que nous on passe un step, et bah voilà, c'est fait. Bah, maintenant, on va passer à la V-moteur. Bah alors, l'intégralité du châssis a été peinte par la carrosserie des petits carreaux. Je parle bien du châssis, merci à la carrosserie des petits carreaux. Hormis l'arceau et la peinture châssis, on a vraiment après tout fait ici. Vraiment, tout a été fait ici. Tenez vraiment à ce que voilà, on connaisse notre voiture de A à Z. Que ça soit fait maison, c'est une fierté certes, mais c'est aussi que c'est un gros avantage sur compétition. Quand tu as un problème, Tu sais d'où ça vient. tu peux comprendre beaucoup plus vite d'où ça vient que quand tu as eu 15 intervenants sur la même voiture. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a fait le faisceau, il y en a un qui a fait ça. Et puis bah, au final, il y a certaines pièces qui se recroisent. Ça devient une merde sans nom quand la personne qui gère ta voiture à l'instant T sur piste ne comprend pas ce qui se passe ou ne l'a pas fait lui-même. Donc nous, on tenait vraiment à connaître cette voiture de A à Z. Donc quand on est passé déjà chez Laurent Motors, on avait pu déjà voir un moteur de ce type. Donc Ouais. tu vas nous présenter ton RD. C'était quelque chose qui n'était pas su depuis, sur lequel j'avais pas communiqué depuis le début, mais ce RB25 qui est donc un RB28 qui a été stroqué, est l'ancien moteur de chez Drift Shop. C'est-à-dire qu'il était installé avant dans la S15 de chez Drift Shop, il sortait 550 chevaux je crois. On avait bien discuté et puis je leur avais dit que moi ça pouvait m'intéresser, donc on s'est mis d'accord et puis moi j'ai récupéré toute la mécanique de cette voiture. Du coup elle a un stroker kit Tomei mais avec des pistons Arias, qui est une autre marque. C'est des pistons qui ont été faits sur mesure avec, pour avoir une haute compression dans le cylindre. Okay. Et c'est ce qui nous permet, avec peu de pression du turbo, d'avoir les mêmes résultats que quand tu es décomprimé en fait. Okay. Donc ça fait bon, tu tires un peu moins sur ta mécanique. À côté de ça, bah, c'est un petit peu le setup classique, on va dire, hein, gros collecteur d'admission avec gros papillons, turbo G30 770 de chez Garrett, donc ça c'est les nouvelles générations de turbo de chez Garrett. Que j'ai essayé, ça a l'air vraiment bien. Sachant que tu nous avais dit que pour l'instant tu n'avais pas mis de pression pour les essais. Non, alors là en fait, j'ai eu très peu de temps pour faire le rodage du moteur. Oui, donc sur circuit, avec la voiture avait 30 heures de roulage même pas. J'avoue qu'avec ce que j'ai mis dedans et le temps qu'on a mis, je voulais être sûr que tout se passe bien. Donc on a été sur la première session circuit, là sur le circuit de karting, on avait le boost contrôleur qui était éteint, c'était en off. La voiture elle sortait de 0,9, elle prenait des pics à un bar grand max. Et déjà même comme ça, je trouve que la voiture réagit bien, qu'elle a quand même des chevaux et tout. Ça présage de bonnes choses pour la suite, je pense quand même. Sachant qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, on est à peu près 2 mois avant le début du CFD. Donc ça va, t'as encore de la marge. J'ai un roulage le 25 juillet, pour mettre un peu au point tout ça. Et puis on la fera certainement aussi évoluer en cours d'année pendant les compétitions en mettant des logs pendant qu'on roule, etc. pour voir un peu ce qui se passe. Parce que comme on expliquait par le passé, entre ce que tu vois sur un banc de puissance et ce qui se passe dans la réalité quand tu es à 160 en travers et que tu demandes un effort, c'est pas vraiment la même chose. T'as un objectif de puissance couple? Dans le drift, j'ai jamais eu d'objectif de puissance ni de couple. Pour la simple et bonne raison que c'est pas ça qui va faire que je vais avoir une voiture efficace. C'est-à-dire que si tu as 800 chevaux, mais que tu as 800 chevaux entre 6500 tours et 8000, c'est la longévité. C'est inintéressant pour le drift. Tu vas être en train de clutcher, tu vas casser des boîtes, tu vas demander trop à ta mécanique. Voilà. Nous, on essaye vraiment de faire des moteurs qui soient pleins. Et là, j'ai l'impression, du peu que j'ai commencé à la tester, j'ai ma pleine charge à 2008-3000 tours pour un 6 cylindres, c'est exceptionnel. Et en drift, c'est très important et c'est ce qui a fait que mon ancien SR20 était performant, c'est qu'il avait de la performance tout le temps. Essayer de réduire le lag du turbo. Essayer de réduire le lag. Et comme je te dis, surtout, ça sert à rien. Dans vos prépas, les gars, ne mettez pas des turbos comme ça si c'est pour avoir 1500 tours de plage de turbo utilisable.
Prenez plutôt des turbos qui vont vous déclencher toute la mise en route du moteur le plus tôt possible. Ça va vous permettre de ressortir des virages et au final, comme ça lance ton moteur, bah, tu as ton couple qui arrive en même temps. Et ça change. Franchement, ça change. Il y en a pas mal qui essaient de compenser ce phénomène avec du NOS. T'en penses quoi de cette technique un petit peu? J'ai pas envie de me positionner sur ce sujet parce que j'ai jamais essayé. À savoir que moi je suis pas mécanicien, je suis vraiment juste pilote. Mais voilà, c'est vraiment Max et Yann qui font tout ce qui est mécanique là-dessus. Si un jour ils me disaient écoute, on va te mettre du NOS parce que pour telle et telle raison ce sera mieux pour toi, moi pas de problème, on mettra le NOS. Okay. Je pense pas qu'à l'heure actuelle il y en ait besoin, que l'évolution des pilotages, des prépas, de tout ça, peut-être qu'on en verra, et je vous le souhaite, à finir comme au Formule AD où si t'as pas 1000 chevaux avec 27 injecteurs de NOS, tu feras rien. Il faut les compétences parce que un moteur qui tourne au NOS, c'est pas un moteur qui tourne au 198, enfin on s'est compris. Hein. Il faut partir du principe que ta mécanique, il faut qu'elle te fasse l'année. Le problème c'est que nous on est réalistes. Déjà pour avoir fait ce moteur là, ça nous a demandé 2 ans. Donc on a vraiment essayé de faire une voiture qui soit et pratique, et fiable, qui va nous emmener toute la saison sans qu'on transpire, sans qu'on... On a vraiment essayé de tabler là-dessus, on a réglé nos problèmes de crémaillère en mettant une crémaillère BMW, on a le pont, c'est un Cusco parce que ils sont plus résistants que rien d'autre. Voilà. C'est plein de petits détails qui, comme ça, mis bout à bout, font qu'on espère en tout cas qu'on a fait la bonne recette pour avoir une voiture qui sera vraiment fiable et qui nous permettra d'avoir de bons résultats. Niveau répartition des masses, je pensais que c'était très important d'en dire. J'ai vu que tu avais encore ton radiateur à l'avant. Il y en a beaucoup qui se servent du refroidissement du moteur pour le placer à l'arrière, ainsi avoir une meilleure répartition des masses. Toi, tu as décidé de le laisser à l'avant. Est-ce que c'est une raison? En fait, je me suis jamais posé la question de le mettre à l'arrière. C'est plutôt ça. À l'heure actuelle, j'en ai jamais eu l'utilité. Je me suis jamais retrouvé dans un cas de figure où je me suis dit ah putain, si j'avais eu mon radiateur à l'arrière, ça aurait été 100 fois mieux. Comme on en discutait avant de commencer la vidéo, quand on regardait un petit peu la voiture tout à l'heure. Avant que j'ai un problème à ce niveau-là de la voiture, c'est que de toute façon j'aurais d'autres soucis. C'est que j'aurais tapé et tout, quoi. Donc, mais bon, de toute façon, j'ai un radiateur d'huile, j'ai un intercooleur, peut-être qu'il y a de très bonnes raisons pour certains de le faire. Nous n'y avons pas trouvé d'intérêt pour l'instant. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand tu as le radiateur dans le coffre, tu te rajoutes des durites de partout, tu te rajoutes du poids avec la flotte. Et j'ai un petit peu du mal à me dire que le refroidissement soit optimal. Maintenant, il y en a plein qui ont ça, et dans les grandes compétitions et tout ça, donc c'est que ça doit très bien marcher et que certains ont bien raison de faire ça dans leur situation. Bon, on va passer maintenant à la dernière partie, donc l'intérieur de la voiture. Bon, bah, finalement, on va aller assez vite pour cette partie, parce que c'est vraiment minimaliste. Je n'ai pas mis plus qu'il n'en fallait en tout cas. C'est ça. J'ai essayé de faire au plus simple, au plus logique et au plus ergonomique surtout. Donc on a les boîtes à fusibles qui sont accessibles avec les relais super facilement. Ouais. Le calculateur, bon là il est posé en attendant, mais il sera bien fixé là-bas au fond. J'ai les 3 manos dont j'ai besoin. J'ai mon boost controller, mon petit coupe-circuit avec de quoi démarrer la voiture, activer les spales, les phares. Voilà, c'est de l'activation. Le petit cœur de démarrage. Voilà, par contre le cœur, c'est le seul petit kiff que je me suis fait. C'est un bouton de jeu d'arcade japonais que j'ai fait venir du Japon pour la petite histoire. Ah oui, okay. Donc on a le shifter de chez NPS Parts distribué par Drift Shop. Celui-là, franchement, a l'air vraiment bien. J'en suis pas déçu pour le moment. Donc voilà, bonne trouvaille. Je sais pas si on l'a dit, mais relié à une boîte BM. Bien évidemment, oui. C'est ça qui fait que j'ai ce shifter, c'est que c'est une boîte 6 vitesses de BM 330D. Donc je suis passé là-dessus parce qu'on en avait marre d'exploser des boîtes Nissan. Et ces boîtes-là se vendent à des prix raisonnables. En tout cas, à l'époque, on avait commencé à en trouver. Et c'est surtout que si jamais il y a besoin d'en trouver une à l'autre bout de la France, ça peut se trouver. Comparé à une boîte de RB25 ou de trucs comme ça, qui vaut maintenant plus de 1000 € et que tu trouves pas, de toute façon tu la trouveras pas du samedi pour le dimanche ou de ce genre-là, quoi. Donc on est vraiment parti là-dessus pour la fiabilité. Pour une autre raison, c'est que le rapport de boîte avec le différentiel va me permettre de tout le temps travailler en 3 et en 4. On peut partir directement en 2. En 2, ouais. Ma 3 représente ma 2 à l'ancienne avec mon RB25 dans notre voiture. Et la 4 représentera la 3. Donc, entre guillemets, je me suis fait une boîte séquentielle du pauvre. C'est-à-dire que je travaillerai 3 et 4. Peut-être que j'aurais besoin d'aller chercher la 5 des fois, sur les grands circuits. Mais bon, je préfère quand même me dire qu'au lieu d'être comme avant, 2, 3, 3, 2, comme ça tout le temps, là je vais beaucoup plus travailler sur le 3, 4.
Ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile et moins stressant parce que c'est bête, mais bah, c'est pas une question de shifter, c'est une question que de passer de la 2 à la 3. Il y a toujours ce petit risque d'accroche, et quand tu es en compétition, bah, une erreur, c'est fini, tu rentres chez toi. Ouais. Donc on a essayé de faire au mieux pour ça. J'ai placé le frein à main à l'envers, comparé à avant, où j'avais tout le temps le mètre cylindre qui se baladait vers ici. Donc au final, c'est, je le trouve beaucoup plus intelligent parce que bah, il m'embêtera beaucoup moins. Et j'ai voulu le placer entre le volant et le pommeau cette fois, contrairement à avant où il était là. Comme ça, c'est vraiment un outil qui est tout le temps à portée de main, que je sois en train de passer une vitesse ou que je sois sur mon volant. Donc ça a été un choix perso, à voir en compétition si je regrette pas, mais pour l'instant je pense que j'ai fait le bon choix. L'arceau qui a été fait chez Blue de Motorsport, hein, comme on peut voir, c'est une très belle pièce, je suis vraiment content du travail qu'ils ont fait. Et puis je me sens aussi beaucoup plus en sécurité qu'avant. Et c'est pas neutre parce que bah, on fait quand même un sport qui est dangereux, mine de rien. Et puis bah truc tout bête, aussi dispo chez Drift Shop, le Line Lock. Et ça j'avoue que je suis bien content de cette trouvaille. C'est-à-dire que tu tires ton frein à main, tu verrouilles, et hop, voilà, le frein à main reste tiré, et donc du coup ça me permet à ma caisse de course d'avoir un frein à main pour me garer en fait. Ouais, c'est cool ça. Sinon, bon bah ça c'est du tout moi quoi, volant violet, gants rose et violet. Enfin, très pratique les harnais de chez Drift Shop. Harnais 6 points, qui suit encore la ligne directrice couleur de la voiture. C'est ça. Petit truc bien sympa que je voulais faire découvrir. Les nouveaux harnais Drift Shop, on les rappelle sur les côtés de harnais, ce qui fait que quand on le déverrouille, le harnais de lui-même vient se libérer et se ranger et te permet d'instantanément être tranquille. C'est une connerie, hein, mais c'est des petits trucs qui font toujours plaisir. Voilà, Drift Shop fait du matos qui est vraiment sympa. Avec le temps, on sent qu'ils apprennent, qu'ils font évoluer leurs produits. Non, c'est vraiment cool, franchement, rien à dire. Ok, bah merci beaucoup. Je pense qu'on avec plaisir. Je pense qu'on va maintenant passer à l'interview. Et ben ça roule. Let's go. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Antoine, salut. Salut. Comment tu vas? Bah écoute, depuis la dernière fois, très bien. Et toi? Moi ça va, depuis quoi? Ça fait pas 10 mois maintenant depuis Ouais, c'est vrai qu'il y avait... Donc si vous voulez savoir, en fait, Antoine Amar était un des premiers qui t'avait interviewé sur la chaîne Drift Tech. Là, la voiture, elle est avancée à combien de pourcents, cette voiture? Là, elle est avancée à 85%. D'accord. Donc ça Là, sera pour l'année prochaine, on en est à finir des morceaux de faisceau, à poser les vitres, enfin voilà. En 2010, tu as commencé le drift, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc t'as en de drift. Drift Challenge. Alors parle-nous de tes premiers pas dans le drift, comment tu as découvert ça? Comment on a découvert ça? C'est parti avec Quentin, donc à la S14 de la team. On est meilleurs potes depuis qu'on est gamin, depuis qu'on a 14 ans, un truc comme ça. On a toujours été attirés par les voitures. Et ça a commencé qu'un jour, il avait une 206 S16. Je veux une nouvelle bagnole, je vais vendre ma 206. Et puis on regarde, on va sur le bon coin. Et puis je tombe sur ça, Nissan 200 SX. Inconnu au bataillon pour nous à l'époque. On regarde la fiche technique, 2 litres, turbo, 200 chevaux. Allez, j'achète. Donc Quentin part acheter la voiture, je vais avec lui. Et puis de là, tous les 10 ans de passion derrière, parce que bah, on s'est intéressé au modèle, on a fini sur les forums, sur les groupes. Ah mais attends, en fait, une voiture ça se prépare, mais parce que nous, on était vraiment loin de tout ça. Enfin, nous, à l'époque, une préparation, c'était tu mettais 4 jantes, tu mettais une ligne sur ta voiture et tu avais préparé ta voiture. Donc on a découvert tout ce milieu et puis on est devenu complètement accro avec tout YouTube et tout ça. Ouais, bien sûr. Et puis bah, à l'époque, il y avait beaucoup de japonaises quand tu mettais drift. Ouais. Quand tu tapais drift dans YouTube, t'avais des vidéos du Japon, des trucs comme ça, c'était encore pas... C'était pas démocratisé comme aujourd'hui. C'était un public de niche. Voilà, aujourd'hui tu tapes drift, t'as direct des trucs qui n'ont même rien à voir avec le drift, t'as des gymkhana, des trucs, enfin, tu fais... Mais voilà, maintenant c'est devenu un mot qui a un triple ou quadruple sens, je crois. Parce que dès que tu fais une glisse, ça s'appelle du drift maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on tapait drift, on voyait des vidéos en 360p avec des japonais et tout. Donc voilà, c'est ça qui a fait qu'il a entretenu cette passion. Et puis bah, moi j'ai fini par acheter ma voiture, 2 ans après la sienne, je crois, une S14A. D'accord, t'as commencé par une S14A. Voilà, j'ai acheté une S14A, volant à gauche, que j'ai payé bien cher, parce que je voulais avoir une belle voiture, etc. Et puis ça n'a pas duré bien longtemps, hein. Je sais pas, 3 semaines après, elle avait déjà commencé à avoir des pièces, j'ai acheté des trucs. De fil en aiguille, j'ai commencé à aller faire un peu de circuit. Et puis bah, ça a dérivé, quoi. Enfin, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs.
Dès que je sortais des virages, t'es en travers et tout. Et puis c'est marrant d'être en travers en fait. Et puis, j'ai fini par m'inscrire à une session drift. C'est Et au final, ma première session de drift fut à l'Oéac, D'accord. un circuit en Bretagne. Ouais. J'étais parti tout Qui en seul font toujours avec d'ailleurs. 2 roues dans le coffre. Oui, il y a toujours des sessions là-bas. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, j'ai vu qu'il y avait une session à Salbris, le drift challenge à l'époque. Ouais. Je me suis dit complète ou pas complète, c'est un moyen de rouler en drift pas très loin de Paris. Donc je me suis inscrit là et puis au final on est parti avec toute l'équipe du garage qui avait déjà préparé mon moteur à l'époque. Ouais, bien sûr. Puis on a fini quand même en top 16 je crois, ou un truc comme ça. Du coup, au début, tu disais que vous ne connaissiez pas les japonaises. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle de FRG, c'est que des japonaises, des moteurs japonais, que des japonaises. Pour pas dire que vous êtes quasiment la dernière écurie à faire que des moteurs japonais. Non, on n'est pas les derniers encore heureux, mais c'est vrai que maintenant c'est beaucoup BM. Ouais. On connaît. Mais ouais, donc pour répondre à ta question, nous, tout est parti de rassemblement le vendredi soir entre potes. On a commencé à rencontrer les gars qui à l'époque n'avaient pas de garage, rien. Yann, qui est aujourd'hui patron du garage, était là. Max était là aussi, mais à l'époque, il n'était pas en projet de faire le garage avec Yann. C'était une autre personne, justement. Donc le garage a débuté avec Yann et Alexandre, qui était son premier collègue. Et c'est Max qui, une fois qu'Alexandre est parti vers d'autres horizons, c'est Max qui a repris la place d'Alex à sa place. Et puis depuis ça tourne. Ça qui a fait qu'on est tous en japonais, c'est parce qu'on se retrouvait sur des parkings, parce qu'on avait des japonaises. Ouais, bien sûr. On aurait eu des BM à l'époque où on se rencontrait, ça se trouve on serait tous avec des Syriens, ou je ne sais quoi, enfin voilà, c'est ça en fait. Et aussi parce qu'on adore tout ce qui est méca japonais. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui nous fait vibrer, tous autant les uns que les autres. Dès qu'on se met un 2JZ, un RB25, ce que tu veux, mais c'est vrai que nous, on est piqué partout. Donc là, on est en 2012, 2013, je crois que ça commence déjà. Tu commences à avoir ta petite autorité FRG aussi en tant que titre. 2013, c'est vrai que ça commence à envoyer pas mal du bois. On a commencé à avoir un SR20 qui fonctionnait vraiment pas mal. On avait dans les 400 chevaux à peu près. Et ce qui m'a beaucoup aidé à cette période, c'est que je me suis acheté un missile. Avec nos caisses de course, mine de rien, on va très peu sur piste. On fait très peu de trading. Et le missile, tout ça a été parfait parce que c'était l'occasion d'aller rouler pour pas cher et de pas avoir peur. C'est-à-dire que je partais, la voiture je la mettais sur le plateau, ma vieille BM d'ailleurs. Et c'est pas que je m'en foutais, évidemment que je voulais revenir avec et qu'elle fonctionne encore. Mais j'avais pas peur d'abîmer comme celle-là. À force d'y aller, tu te rends compte de toutes les limites en fait. Et t'apprends à y trouver ces limites, à déclencher, je vais dire déclencher parce que des réflexes, des nouvelles techniques de pilotage, des automatiques, t'as tout à fait raison. Et ça m'a énormément aidé à apprendre en fait. Voilà. D'ailleurs, le succès est très vite. 2014-2015, ça a été 2 très bonnes saisons pour toi. Ça a été des bonnes saisons. En 2014, on avait déjà remporté la Drift Cup. Et d'ailleurs, on va revenir sur ça parce que tu as quand même sur ton tableau de chasse des bonus. C'est vrai que c'était les prémices à l'époque. Ils n'étaient pas encore sponsorisés par il y avait eu les frères Otanki où tu as été solide. Hachi, que tu as éliminé également. Ouais. Et le dernier, si je dis pas de bêtises. Il y avait le patron chez Brickfort aussi, Phil Morrison. D'accord. Qui était avec son AE86 qui à l'époque faisait beaucoup parler. Il avait son V8 avec les cornets qui passaient dans le capot et tout. Mais ça, cette Drift Cup, c'était fou parce que je suis tombé que sur des pointures de l'époque. Ouais. Et puis au final, on avait fait un très beau parcours, quoi. Donc c'est vrai que c'était cool. Mais cette année-là, c'était donc en 2013, si mes souvenirs sont bons, j'avais fait donc un top 8 et je m'étais arrêté contre Tonji, qui avait gagné mon battle aller 9-1. Et il y avait les gars de la team qui étaient au Toki à me dire tu gagnes 9-1, vas-y mollo. Moi j'écoutais que dalle à l'époque, j'avais même pas entendu qu'on me parlait dans le Toki. Je suis parti nervous, et puis j'ai foutu 2 roues dans l'air, mais au final j'ai pris 10-0 et il est passé. Donc je lui ai offert la victoire sur mais bon, c'était une très belle compète, on a eu très chaud, ça a été horrible cette année-là. Et l'année d'après, ça s'est concrétisé. Alors on va être honnête, en 2014 il y avait quand même moins de pointures. Il y avait quand même moins de gens qui s'étaient déplacés. Mais le fait est que on avait bien peaufiné la bagnole par rapport à ce qu'on savait de l'année d'avant. Ça nous a permis d'aller gagner la compète. Et c'est surtout qu'on avait placé nos 2 voitures en finale. Parce qu'à l'époque, je voulais avec Mike Hoffman. Et on avait fait une finale ensemble avec les 2 voitures SRG. Et on était un peu fiers à l'époque. social graces.
Donc en gros, vous arrivez en 2015 quand même avec un statut pas de favori mais d'outsider. On arrive avec le statut d'outsider. Très solide outsider. Les gens savent que je me démerde. Maintenant, honnêtement, je pense pas que je suis attendu à finir champion de France. Et d'ailleurs, ce titre de champion de France, c'est pas un titre à la Hamilton. Ouais. Soyons honnêtes, j'ai pas fini avec 100 points d'avance sur le reste du plateau et je les ai pas mis à l'amende sur toute la saison. Ça a été une saison où on s'est battu à rien, hein. Ça a été des Ça a été points. préféré, je crois. Ça a été des points par-ci, des points par-là. Ouais. Et si Romain Soucas à l'époque n'avait pas cassé son cardan, honnêtement, je n'aurais pas été champion de France. Ouais. Donc, je reste réaliste sur le fait que oui, j'ai été champion de France. Maintenant, ça n'a pas été la suprématie et la domination totale, quoi. Maintenant, ça a resté une saison qui a été un peu ambiguë pour tout le monde et qui a fait que j'ai bien tiré mon épingle du jeu. Celui que l'on surnomme Nervous a gardé la tête froide jusqu'au bout. Une bonne année dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre, c'est vrai. On a fait de bons résultats et ça a payé. Donc on repart avec le trophée de champion cette année, en espérant réussir à concrétiser ça l'année prochaine encore. Maintenant, avec les nouvelles prépas, la façon dont les gens se professionnalisent dans ce sport, le championnat qui tout court a évolué. Ça se voit au niveau de l'organisation, au niveau de live, au niveau de la notation, enfin au niveau de Les plein de médias choses. aussi. Ouais. Les médias, tout a évolué, l'engouement qu'ont les gens pour ce sport et tout, et fait que ça se professionnalise à mort. Ouais. Et que y en a maintenant qui, pour aller les battre, il faut y aller, quoi. Ouais. Donc il suffit plus, à une période, d'être juste pas mauvais et d'avoir une bonne voiture. Ouais. Maintenant il faut une très bonne voiture, une très bonne team et un très bon pilote. Et être régulier. Et être régulier, parce que c'est bien d'être nerveux. Ouais. Mais si t'es nerveux et que tu te fais sortir en top 16 ou quoi, ta saison tu l'as limite ruinée, quoi. Je pense qu'avec l'expérience qu'on a, on n'est pas favori. Ouais. Maintenant, les gens savent qu'on a du répondant. Donc ça fait aussi plaisir et ça permet d'être aussi un peu plus serein sur la ligne de départ, parce que quand tu tombes face à un favori et que toi tu sais que tu es réellement l'outsider. Ce qui est marrant, c'est que tu as toujours ce statut d'outsider. Tu as été champion de France en 2015, tu es installé dans le top 10. SRG est installé dans le top 10, mais tu as toujours cet outsider, le pilote favori qui va tomber contre toi en battle, il n'est pas serein. Parce que, et je m'en suis rendu compte, parce que j'ai fait beaucoup de boulot sur moi-même, à me remettre en question et tout. Je suis capable du meilleur comme du pire. Je pense que les autres le savent, et c'est ça aussi qui fait que je suis pas favori et que je resterai outsider tant que je vais pas assez travailler là-dessus. Il me faut plus de régularité, il faut que j'arrête d'être moins nerveux sur certains moments, parce que c'est cool de vouloir la belle image où t'es dans la porte de l'autre et tout. Mais si à ce moment-là, le mec il lâche l'accélérateur parce qu'il veut aller reprendre la terre au clip ou quoi, tu lui tapes à la porte, tu te fais une biellette, ça, et puis tu te fais éliminer. Enfin, tu vois, c'est ça le but. Donc il faut réussir à canaliser tout ça et à faire en sorte que ça t'amène des points plutôt que finir en top 16 et sortir bêtement alors que tu avais du potentiel. Maintenant, quand on est en piste, que ce soit moi, Quentin ou quoi, comme tu le dis, je pense que les mecs partent pas en se disant on a gagné le battle. Donc ça c'est une bonne chose parce que mine de rien, tu appliques une pression sur l'adversaire. Et ça peut être que positif pour la suite du battle. Voilà. Donc on peut dire un peu que c'est un Antoine Amar qui a atteint la maturité ou pas? Ça c'est sûr et certain. Et, maintenant il va falloir le mettre en application. T'as été en Europe Ouais. et t'as brillé J'ai brillé, ouais, j'ai fait une 4ème place au BDC. au BDC qui est quand même un championnat très relevé, même si à l'époque. BDC, le British Drift Championship. D'ailleurs, le championnat anglais, pour ceux qui n'auraient pas. Suivez ce championnat, il est vraiment très intéressant au niveau des prépas et des pistes. D'ailleurs, comment toi t'es arrivé au BDC là-bas? Alors, c'est parce que qu'en 2011, justement, la fameuse S14 que j'avais achetée, cette première voiture, je l'ai smatchée en Angleterre parce qu'on est parti à un événement. À l'époque, ça s'appelait Davos Fest. Ouais. Et c'était un événement énorme. On est arrivé là-bas, même nous on s'y attendait pas. Il y avait 10 000 bagnoles, c'était fou, des prépas de dingue, accès libre à la piste pour 15 livres. Et on s'est dit, ah ouais, l'Angleterre c'est vraiment notre monde au niveau de la culture automobile. Et on n'a jamais oublié ce souvenir. Alors j'ai eu beau avoir payé ma voiture là-bas. Voilà. Ça a resté un très bon souvenir et ça nous a donné envie d'y retourner. Et on s'est dit, écoute, maintenant qu'on a le RB25, que la voiture marche bien, que j'ai eu mon titre, est-ce qu'on n'irait pas se refaire une manche? En 2018 du coup. Voilà, en 2018, et puis on s'est motivé. William a pris sa S13, Quentin a pris sa S14, moi j'ai pris ma S13, et puis allez, tri, on est parti là-bas.
mais sans prétention. honnêtement, sans aucune prétention. Je dis, on va se faire disséquer. Je me demandais même si on allait réussir à se qualifier pour te dire. Et bon, on n'a pas été déçus. Hein. Parce qu'à peine on est arrivé aux essais, les mecs se jettent dans tes portes, ils savent pas quitter, ils savent pas comment tu roules, ils savent pas ce que tu as sous le capot. Ils se jettent dans ta porte, ils te poussent. Donc c'est là qu'on a compris que c'était un autre monde. De J'ai pilotage. galéré pendant tous les essais. Ah ouais, non, vraiment. Vraiment Ah ouais, non, T'as eu du mal à t'adapter? pendant les essais, j'ai regardé les gars du garage, j'ai dit on est venu pour rien. Et puis on s'est un peu creusé la tête, on a trouvé des petits réglages qu'ils m'ont fait, et puis bah, on a tout modifié avant les qualifs. Non. Je te jure. Genre un coup de poker. Bah, en fait, je leur ai dit c'est simple. Dans la situation actuelle, je le sens pas. Je suis pas en symbiose avec la voiture, je suis pas. Le moteur il manque un petit truc, ça il manque un petit truc. Écoute, ils ont fait les savants fous. On a tout modifié, je suis parti, j'avais la goutte comme ça parce que je me suis dit ça se trouve c'est Ça m'a nul ce qu'on a cassé. fait. Ouais. Et bah heureusement qu'on a tout modifié. Ça m'a permis de faire une qualif, je crois, je suis fini 28ème. Hein. Ouais, J'étais déjà content de passer Ouais. les qualifs. Et puis bah là, premier battle en top 32, j'affronte un des deux frères Qui. Ouais, bien sûr. Et puis bah là, je regarde les gars du garage, je leur dis bon bah les gars, comment ça remballe. Parce qu'à l'époque, Alors je te dis pas que c'est un des meilleurs pilotes du monde, c'est pas le problème. Mais il est solide. Solide, il a l'expérience, il connaît le circuit, il a une team de dingue, il a une voiture de dingue. Je me suis dit, ce serait quand même fou que le petit français qui se pointe comme ça, il sorte. Je crois qu'en plus il était leader du championnat à ce moment-là. Et puis bah, le fait est qu'il a fait un très mauvais run leader, Ouais. et que moi mon run suiveur a été pas mauvais. Et en leader, j'ai vraiment pris tous les gros, j'aurais fait ce passage au qualif, j'aurais été premier. Donc j'ai réussi à faire un super beau passage et je suis passé, improbable, on se retrouve en top 7 et puis bah pareil, top 16 je passe, top 8 je passe, enfin bref, truc de dingue. Et tu fais en top 4, tu vois. Je sors en top 4 contre une S15 noire avec un... Alors c'est là où j'étais blessé, hein, c'était un gamin de 16 ans. Ah, C'était pas Caldwell je crois, si. on peut dire que c'est un de tes meilleurs souvenirs peut-être de drift ou pas? Ah franchement c'était dingue. C'était Ouais, dingue, c'est quoi. dingue, ça Parce que quand restera, même, je pense que ça restera un des meilleurs souvenirs, ne serait-ce que pour l'engouement que ça a suscité à ma team en fait. Ouais. Le moment qu'on a vécu entre nous en fait. Parce que j'ai regardé la manche après, j'ai fait pas mal d'erreurs, mes run suiveurs n'étaient pas spécialement jolis à des moments. Donc tout ça je m'en suis rendu compte. Mais c'est ce que ça a créé sur le moment. On vient sans aucune prétention et puis on se finit en demi-finale contre des pointures du drift Le européen. mec qui monte presque au drift master. Voilà, c'est ça qui nous a fait vraiment plaisir. C'était une concrétisation de tous nos efforts. C'était un peu le suprême de ce que tu pouvais atteindre. Tu voulais vider un peu plus haut. Bah À ça, cette époque. ça c'est pareil. On peut pas savoir parce qu'on n'a pas été Ouais. ailleurs. Oui. Qui nous dit qu'on ferait pas aussi bien en se pointant sur d'autres championnats? Donc, c'est ce que j'expliquais à pas mal de gens, c'est qu'il faut provoquer aussi des fois le truc. C'est sûr que si tu te dis d'office, je me pointe à un championnat, mais je vais rien faire, ou que tu vas même pas t'y inscrire parce que tu vas rien faire, ah bah oui, c'est sûr, tu vas rien faire. Si tu t'inscris, que tu y vas, eh bah t'as ta chance. T'es un pilote comme un autre, t'as deux bras, t'as deux jambes, t'as une voiture, à toi de faire ce qu'il faut pour essayer de rentabiliser au mieux ce que t'as dans les mains, quoi. Et bah des fois ça passe. Et inversement, il y a aussi des jours au championnat de France, bah, je partais trop confiant. Je me disais c'est bon, cette manche-là, ça va le faire parce que je me sens bien préparé, parce que je vais affronter lui en top 32. Au pire, ce sera lui en top 16. Et puis bah, le fait est que j'arrive au top 16 contre un mec qui, t'inquiète pas, il avait aussi préparé son week-end et puis il me sortait quoi. Ouais. C'est toute cette expérience-là que tu engranges. Et puis il y a quand même un truc qu'on se rend pas compte quand on vit un live, c'est que t'as droit qu'à une chance. Et ça, on s'en rend pas compte. On se dit, oui, bon, bah, le mec, il sait drifter, il va le faire, il n'y a pas de souci. Mais en fait, tu es sous la pression parce que tu sais que tu as un seul essai. Cet essai-là, c'est une victoire. Toute ta saison, tu la mets en placard. Donc, c'est ça qui est bien avec le drift, c'est que ça te pousse à tout le temps repousser tes limites parce que, bah, c'est quoi dire, un pilote de F1, il sort dans la pelouse, il peut revenir sur le circuit. Il lui reste 30 tours peut-être pour faire un truc. Toi, tu te sors, c'est fini. C'est zéro. Et tu rentres chez toi. Tu viens de dépenser 2000 € pour te déplacer, tu as loué des hôtels, tu as déplacé une team complète avec des potes qui ont posé des jours et tout, qui ont fermé des garages pour une erreur de ta part qui a été mal calculée et tout s'arrête. C'est ça qui est dur dans le drift et c'est ça qui fait qu'on aime ce sport aussi et que le format plaît aux gens. Prendre place au mental dans le drift, Ah oui, de très grande place. D'ailleurs, t'as beaucoup travaillé sur cet aspect-là ou pas, au fil des années? J'ai beaucoup travaillé dessus, ouais, sur
la façon d'aborder les compètes, d'aborder les problèmes avec la team. Parce que c'est con, mais entre un pilote qui va juste dire ça va pas et un pilote qui essaie de trouver des solutions, bah tu vas pas avoir le même résultat. C'est plein d'expériences que tu apprends, c'est vraiment ça en fait. Et c'est ça qui fait que ça se joue beaucoup là-dedans. Parce que quand tu sais que sur tel point, t'es réglé dans ta tête, bah après ta tête elle pense qu'à ce qui se passe devant. Quand avant de partir, t'es en train de te demander si t'es bien installé dans ta voiture, si la voiture elle va aller jusqu'au bout de la course, si t'as bien serré ta roue, si la pression d'un pneu. C'est tous ces points-là qui vont faire que dans ta tête ça va bien se passer. Si au moment d'arriver sur la grille de départ, le seul truc que tu as en tête, c'est de regarder le type et de lui faire comprendre que tu es prêt, c'est pas le départ. Moi je suis arrivé sur des start lines où tu regardes le type, tu lui fais un petit pouce pour lui dire c'est bon, t'es prêt et tout, et tu vois le mec, il est dans son truc, il regarde que devant tellement il a la pression de ce qui va se passer. Donc c'est ça aussi qui, oui, le mental joue énormément. Parce que t'as 20 secondes. Ça dure 20 secondes. On va faire un bond en avant puisqu'on va attaquer la saison 2020. Donc la saison 2020, nous d'un point de vue extérieur chez Drift Action, on l'a trouvé réussi pour être fermé. Ouais. Après toi d'un point de vue personnel, je crois que tu m'avais dit que tu étais un peu déçu de ta saison. Bah, d'un point de vue personnel, ça restera une saison un peu particulière parce que je vends ma S13 à Max, qui est donc du SRG, pour lui faire plaisir. Au final, ma voiture n'est pas prête à temps, je me retrouve à rouler sur sa voiture. Donc j'ai eu un stress pendant toute la saison. Parce que on a beau être potes, on a beau tout ça, c'est plus ma voiture au moment où je monte dedans. Donc déjà, j'ai plus ce confort mental. Je me dis, si je la pète, on fait comment? Donc tu as tout ce stress qui s'est mis, qui moi m'a quand même pas mal bridé pendant l'année. Et puis bah, il y a eu le coup de massue à Bordeaux. Le coup de massue à Bordeaux, où pendant les essais, j'explose le moteur. Un truc qui nous était jamais arrivé en plus. Bon, ça nous est arrivé d'avoir des problèmes mécaniques, hein, on n'est pas des surhommes. Hein, tout le monde a des problèmes mécaniques, il faut arrêter de croire. On en a eu, mais on n'avait jamais connu ça. C'est vrai que ça a mis un gros coup au moral, d'une parce que bah, j'avais cassé la voiture d'un pote. Pas cassé la voiture, on s'est compris, la mécanique. Et je m'apprête à du coup prendre la voiture d'un autre pote. Parce que Quentin, qui en plus joue des places importantes, qui est super sympa, me prête sa voiture alors qu'on se bat au championnat. Il aurait pu très bien me dire, on est potes dans la vie. Mais maintenant, c'est la compétition. Maintenant, c'est la compétition. Moi, je mets de l'argent toute l'année pour ça. Écoute, ma poule, ben voilà, je vais pas te laisser risquer de briser ma voiture, de me recasser de la méca, ou au pire, de me battre. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et il l'a fait. Et il m'a clairement sauvé mon week-end. Parce que, t'imagines, hein, 2 manches dans l'eau. Et comment vous abordez, vous, c'est quoi vos objectifs? Et après, toi, ton objectif personnel pour la saison 2021? Honnêtement. Si je te dis que je veux pas gagner, je te mens. Oui, voilà. Bien sûr qu'on fait tout ça pour gagner. Pour gagner le championnat. Maintenant, je reste réaliste. Il y a des mecs qui tournent des caisses depuis plusieurs années aussi. Il y a des mecs qui savent très très bien bosser aussi. Il y a des très bons pilotes. Et ça va être le premier roulage avec, en compète. Donc, à nous de faire le maximum pour que dès la première manche, elle soit au top de sa forme et que j'ai toutes les clés en main pour faire chier les autres, comme on disait. Maintenant, je reste réaliste et ce sera aussi certainement peut-être une saison d'apprentissage de la voiture, de réglage. Mes premiers essais là, sur un petit circuit de karting m'ont quand même fait croire que c'était une très très bonne voiture dès le départ. D'accord. J'ai quand même pas mal d'espoir sur le fait qu'on a conduit quelque chose de vraiment cohérent. De très propre. Voilà, de propre et cohérent. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. Maintenant, on se rouler sur un circuit de karting et se lancer à 160 derrière un mec qui est 3 fois champion de France ou qui a 800 chevaux, ce que tu veux. Bah voilà, t'as le mental, t'as le set, tout ça, ce sera pas la même chose. Il faut au moins que la voiture soit à son maximum. On a fait ce qu'il fallait. Elle a l'air bien. Maintenant, j'ai pas envie de m'emballer. Je préfère rester modeste et te dire que cette année, si je finis dans le top 10, ce sera très bien déjà parce que bah voilà, c'est une voiture à découvrir. Maintenant, du peu que j'en ai vu, pour moi, c'est une voiture qui est capable de largement faire des top 5. Et pour finir, je voudrais te demander quel a été ton souvenir le plus mémorable en battle? Si t'en as un à retenir. Mon souvenir le plus mémorable en battle. Je t'avouerai que le triple one more time à 31 mois contre Benjamin, ça restera
Je sais même pas si c'est pour la beauté du battle en lui-même, et encore plus, on était vraiment collés l'un et l'autre. Ouais. Quand c'était lui derrière, il me collait, quand c'était moi, je le collais. Mais c'était à une période où il y avait vraiment de la vraie compétition, de l'animosité entre pilotes. On peut même dire qu'on s'entendait pas bien à l'époque, soyons honnêtes. Ouais. Voilà. Ok. Et ça crée un truc encore plus, ça crée du spectacle, du suspense en plus. Et ce triple One More Time, ça a été quand même quelque chose. Ouais. Niveau pression, niveau retombée derrière. Même il y avait tout le public, on était à Pointe-Ternois, il y avait tous nos fans, c'était dingue, j'avoue que c'était dingue. De faire suivre l'actualité du drift comme ça, et de faire découvrir les teams, de faire découvrir les à côté, les coulisses. Donc c'est cool. Merci à vous. Antoine.